Salut tout le monde. Si vous étiez designer et qu'on vous demandait de dessiner une voiture avec la forme la plus pure possible, quelle serait la forme naturelle qui vous inspirerait le plus? En croire le maître du design Streamline, Raymond Loewy, ça devrait être une goutte d'eau, ou bien même un œuf. Et ça, je ne l'invente pas, c'est lui qui le dit. Could you tell us, is there any design that you find difficult to improve upon? No, to be serious, there's one perfect example of functional streamlining. It is the egg. It is perfect in shape. Mais bon, vous allez voir aujourd'hui qu'on n'a pas attendu après lui pour faire des voitures en forme d'œuf. Allez, c'est parti! Vous vous en doutez, depuis le jour où les gens ont commencé à construire des engins volants, ils ont vite compris aussi qu'il fallait tenir compte de certaines contraintes aérodynamiques. Parce que si forcément les premiers ballons étaient de forme sphérique, c'est un peu quand même le principe du ballon, les premiers dirigeables, eux, ont dû s'étirer pour prendre des formes de torpilles plus manœuvrables et sous lesquelles on pouvait mettre des nacelles beaucoup plus grandes et beaucoup plus longues. C'est donc comme ça qu'on va voir apparaître dès 1871 les premières souffleries aérodynamiques. Et bien sûr, toutes ces études aérodynamiques, d'abord faites pour le milieu aérien, vont vite inspirer les premiers constructeurs de voitures qui vont vite les utiliser pour leur propre création. Et c'est comme ça qu'en 1899, Camille Genasi va être le premier à franchir la barre des 100 km/h en voiture grâce à son invention, la jamais contente. Et la forme de cette voiture, électrique, je vous le rappelle, était directement inspirée des dirigeables de l'époque, puisqu'il avait bien compris l'intérêt de cette forme fuselée comme une balle de fusil. Bien sûr, à cette époque, étudier l'aérodynamique des voitures restait anecdotique, parce que dans une période où les idées fusaient de partout et où aucune solution technique n'était définitive, l'aérodynamique n'était pas encore la priorité, loin de là. Pourtant, tous ces constructeurs vont vite comprendre que pour se faire connaître et vendre un maximum de voitures, il ne suffisait pas de fabriquer un truc qui roule d'un point A à un point B, il fallait non seulement être performant et fiable, mais aussi esthétique. Et le meilleur moyen pour se faire connaître, bien sûr, c'était de gagner des courses. Mais pour gagner en performance, il n'y a pas 36 solutions. Il vous faudra d'abord des gros moteurs, mais à cette époque, difficile de trouver des moulins puissants, à moins de vous tourner vers des moteurs d'avion énormes. Pour exemple, en 1902, le moteur d'avion Antoinette de Levavasseur ne développait que 50 chevaux, et c'était un V8 de 14 litres de cylindrée. Alors la deuxième solution pour gagner en perf, bien sûr, c'était de s'inspirer de l'aéronautique naissante et de prendre en compte l'aérodynamique pour réduire au maximum la résistance de l'engin. Et donc, en 1913, le comte Marco Ricotti va demander au carrossier Castagna de lui construire une voiture unique en utilisant comme base un châssis d'Alfa 40-60 chevaux. Son but, en plus de se démarquer des autres par son originalité, était aussi de gagner en performance bien sûr, et c'est ce qu'ils ont réussi à faire. Quand une Alfa 40-60 classique atteignait difficilement les 120 km/h avec son 4 cylindres 6 litres de 73 chevaux, la version Aerodynamica, elle, montait à 140. Et le comte était tellement content de sa voiture qu'il l'a ensuite transformée en torpedo, c'est-à-dire une sorte de cabriolet que personnellement je trouve beaucoup moins joli que l'original. Heureusement, en 1979, les ateliers du musée historique d'Alfa Romeo vont la restaurer dans sa configuration d'origine. Mais bon, avec la Première Guerre mondiale, plus personne ne va se soucier de tout ça, puisque la puissance industrielle va entièrement se tourner vers l'économie de guerre. Il va falloir produire vite et pas cher, et l'esthétique ou l'aérodynamisme, on va un peu s'en battre les... vous m'avez compris. Mais bien sûr, une fois le conflit terminé, les ingénieurs vont vite reprendre leurs bonnes habitudes, et forts de l'expérience acquise, à toute vitesse dans le domaine aérodynamique grâce à l'aviation pendant le conflit, ils vont retourner à leur planche à dessin avec plein de nouvelles idées en tête. Si avant la guerre, les voitures ressemblaient encore à des sortes de gros carrosses à moteur, entre deux guerres, les lignes vont vite commencer à s'adoucir jusqu'à arriver au style ponton, digne héritier du style art déco. Avec le style ponton, on va voir de plus en plus d'éléments s'intégrer à la carrosserie. Les ailes ne sont plus séparées du corps de la voiture, les phares s'intègrent au pare-choc et les lignes se simplifient. Et avec la période de pénurie d'après-guerre, suivie 10 ans plus tard de la Grande Dépression, c'était un bon moyen d'économiser des matériaux, mais aussi du carburant grâce à une aérodynamique très soignée. Et quand on veut pousser les curseurs à fond en matière d'aérodynamique, on retombe toujours dans la même idée, s'inspirer d'un œuf ou d'une goutte d'eau. Aux États-Unis, c'est Norman Bel Geddes qui va être le plus influent dans ce style grâce à la parution de son livre Horizon. Dans ce livre, il exprime sa vision du futur, et tout particulièrement en matière de transport. Il y présente un tas de véhicules qui ne seront jamais construits malheureusement, mais ayant tous une inspiration commune. Vous allez vite vous en rendre compte. Son but, c'était de prouver la pertinence de l'application de la forme streamline, donc aérodynamique, aux objets industriels tels que les véhicules. Bien sûr,
les plus faciles à réaliser auraient été cette série de voitures terriblement futuristes, comportant plus ou moins de roues et parfois même une dérive comme sur un avion. On dirait vraiment un mix entre un vaisseau spatial et un monospace moderne. Et quitte à faire des voitures, eh bien autant en faire une très grosse et imaginer un bus dans le même style. Et bien sûr, si on peut en faire un bus, pourquoi pas en faire aussi un train. Bon, on est d'accord, tous ces projets au design peut-être très original pour l'époque, eh bien a priori rien n'aurait empêché de les mettre en production. Mais Norman, lui, voulait aller beaucoup plus loin. Alors il est allé jusqu'à imaginer une voiture volante, mais aussi un paquebot, le Ocean Liner, et enfin ce véritable délire, une aile volante hydravion, un avion de 160 mètres d'envergure monté sur 2 petits yachts Streamline en guise de flotteur. Mais tout ça, eh bien, je vous le réserve sûrement pour une prochaine vidéo. Mais ce designer à l'imagination fertile n'était pas le seul sur le coup, puisque de son côté, Richard Fuller, un jeune architecte, va imaginer la Dimaxion. Et il ne va pas seulement l'imaginer lui, puisqu'il va même la construire, et en plusieurs exemplaires. Si sa forme générale est assez proche de celle de Norman, son architecture, elle, est totalement différente, puisqu'on a droit ici à une sorte de tricycle dirigé par son unique roue arrière. Et pour la construire, ils vont utiliser toutes les techniques de construction de l'aviation, avec une structure en bois sur laquelle ils vont appliquer des tôles d'aluminium et rajouter un toit en tôle imperméabilisée. Pour convaincre les gens de la validité de son projet, il va vanter la maniabilité et la vitesse de son engin qui devait atteindre les 190 km/h en consommant 40% de moins qu'une Ford B de l'époque. Malheureusement, encore une fois, cette forme trop originale va un peu perturber les éventuels clients, et ils n'arriveront à en vendre que 4. En fait, la complexité de son architecture la rendait délicate à conduire, et le projet prendra fin suite à un accident qui causera la mort de son pilote d'essai. Mais bon, Fuller avait bien d'autres cartes en poche, puisqu'avec ses talents d'architecte, il deviendra le maître des structures géodésiques. Il va tellement marquer les esprits avec ce genre de structure que quand des chimistes vont découvrir cette molécule de carbone à la structure géodésique, ils vont tout simplement l'appeler Fullerène en son hommage. Alors bien sûr, de son côté, le vieux continent, lui, ne reste pas à la traîne. Et en Allemagne, c'est Karl Schler qui va imaginer la Schlerwagen. Ouais, il faisait pas compliqué à l'époque, Schlerwagen, comme si Peugeot avait dit la voiture Peugeot. Bon, étudiée à l'Institut de recherche aérodynamique de Göttingen, d'où son surnom de œuf de Göttingen, elle va battre tous les records en 1938. Et pour ça, Schler va donc utiliser un châssis de Mercedes W28 sur lequel il va greffer une coque en aluminium, d'où rien ne dépasse. Le soubassement est complètement plat, aucun rétroviseur sur les côtés et les vitres qui ne s'ouvrent pas sont parfaitement alignées à la carrosserie. Et lors des essais, elle roulera 20 km/h plus vite que la Mercedes qui lui a servi de base, en consommant moins de 8 litres au 100, ce qui était une véritable performance pour l'époque. En 1942, ils feront même des essais en remplaçant son moteur arrière par un système de propulsion à hélice soviétique capturé pendant la Seconde Guerre. Mais vu la gueule de l'engin, je doute franchement du résultat. De toute façon, avec son architecture à moteur arrière, elle souffrait comme la Dimaxion d'un comportement dangereux, et la guerre ne permettra même pas à son constructeur de poursuivre ses études sur le sujet. En 2007 quand même, des aérodynamiciens vont faire une expérience et placer la dernière maquette existante à l'échelle 1/5 dans une soufflerie pour en mesurer le CX, et ils vont calculer un chiffre de 0,189. Mais en matière de design, que ce soit en haute couture comme en automobile, on assiste à des cycles, et forcément, on va voir réapparaître des voitures en forme d'œuf dès la fin de la Seconde Guerre mondiale. Alors on ne va pas toutes les faire, ce serait bien trop long aujourd'hui, mais par exemple en Italie, dans les années 50, on verra apparaître le bus Viberti, autrement appelé le Golden Dolphin. Avec sa turbine à gaz de 400 chevaux, il était censé atteindre les 200 km/h, un véritable train sur route. En Suède, Sigvard Berggren, un entrepreneur qui fabriquait du jus de carotte, ça ne s'invente pas, va se fabriquer cet engin du futur qu'il va appeler la future, justement, pas plus d'imagination que Schler, lui. Et avec cette voiture, il va sillonner les routes de son pays pendant des années. Allez, je ne peux pas finir sans vous montrer cet engin au nom évocateur, la Fascination, construite par la Highway Aircraft Corporation, ça veut dire les avions de la route. Le prototype initial devait être propulsé par une hélice, un peu comme la Schlerwagen dont je vous ai parlé. Mais ils ont vite abandonné l'idée au profit d'un 4 cylindres Renault. En tout et pour tout, ils n'en fabriqueront que 5, toutes un peu différentes les unes des autres. Mais on dira à chaque fois un œuf auquel on a rajouté une sorte de train d'atterrissage d'avion et un bloc de propulsion tout droit sorti de Star Trek. Bon, alors avec tout ça, je crois que vous avez bien compris le sujet du jour. Mais maintenant, vous allez peut-être vous dire que tous ces protos, c'était des coups d'épée dans l'eau, des idées sans suite, tout droit sorties du cerveau d'inventeurs un peu perchés. Mais est-ce que vous en êtes bien sûr? Parce que dans les années 90, on a vu arriver le style bio-design, qui disait s'inspirer des lignes naturelles pour s'intégrer dans l'environnement. Bon, personnellement, c'est le style que j'ai le moins aimé depuis que je m'intéresse au design automobile. On aurait dit du tofu, c'était mou et sans saveur. Mais pourtant, c'est à cette période qu'on a vu arriver des voitures comme la Citroën Xara Picasso ou encore la Twingo. Là,
On ne peut pas dire qu'ils se sont plantés, et pourtant de profil, on n'est pas loin de la forme d'un œuf. Et comme je vous l'ai dit, la mode, c'est cyclique. Alors après le retour du edge design et de ses arêtes bien affirmées dans les années 2000, eh bien on constate aujourd'hui le retour du style streamline. Et ça, bien sûr, on le doit aux voitures électriques. Prenez par exemple les premières voitures électriques d'il y a 10 ans, comme la Citroën C0 ou la Renault Zoé. Eh bien tout est fait pour gagner en fluidité et économiser de la batterie en réduisant la résistance à l'air au maximum. Et aujourd'hui encore, si vous regardez bien ce qui sort de concessions, comme la Volkswagen ID3 ou les Tesla, eh bien on en revient de plus en plus à des lignes très épurées, le plus lisse possible pour gagner en efficience. Alors quel sera le prochain style qui reviendra à la mode? Eh bien ça, j'en sais rien, alors je vous laisse faire vos pronostics dans les commentaires, mais perso j'espère juste que ce ne sera pas le bio-design. En attendant de le savoir, vous n'avez qu'à vous occuper un peu en vous abonnant à la chaîne pour ne rien rater des prochaines vidéos, et nous on se retrouve ici bientôt pour parler encore et toujours auto et aéro. Tchuss!